Les XVIIe et XVIIIe siècles, ce sont les deux siècles durant lesquels s'établissent les fondements de la science moderne. Bonjour, chers amateurs d'histoire. Alors, dans l'histoire de la pensée occidentale, les XVIIe et XVIIIe siècles sont d'une importance capitale, car c'est à cette époque que va naître véritablement la science moderne, qui a été fondée sur la méthode expérimentale et sur l'utilisation du langage mathématique. À cette époque aussi, la philosophie des Lumières remet en question toutes les bases de l'Ancien Régime. Alors, cela mènera éventuellement aux révolutions politiques qui suivront à la fin du 18e siècle et au cours du 19e siècle. Et parallèlement à ça, en plus, les progrès techniques vont permettre la révolution industrielle du 18e siècle. Alors donc, c'est un foisonnement de changements que les 17e et 18e siècles. Et malgré leurs limites, les progrès des sciences et des techniques vont renforcer la primauté de l'Europe à travers le monde. Donc, ce sont des siècles extrêmement importants pour le monde occidental qui vont contribuer à asseoir leur puissance de façon durable. Alors, voyons voir comment cette science moderne a débuté. Et elle commence, premièrement, avec trois personnages clés qu'on va voir les uns après les autres. Donc, le 17e siècle, c'est la naissance de la science moderne. Et j'aime bien associer ce mouvement scientifique à trois personnages principaux qui vont jouer un rôle moteur. Évidemment, il y a plusieurs savants qu'on pourrait mentionner. Copernic est l'un des précurseurs, on pourrait en mentionner d'autres. Il y a donc trois savants qu'on pourrait qualifier d'emblématiques en rapport avec la naissance de cette science moderne. Il s'agit de Galilée, de Descartes et de Newton. Galilée, ou Galileo Galilei de son vrai nom, est considéré comme l'un des premiers fondateurs de la science moderne, cette science moderne qui est basée sur la méthode expérimentale et sur le langage mathématique. Alors, il était professeur à Pise, donc la ville italienne de Pise, vers 1589, alors qu'il donnait un cours sur les mouvements des projectiles, donc un cours de balistique, autrement dit, et il a l'occasion, à ce moment-là, de battre en brèche une vieille théorie d'Aristote sur le mouvement. Alors, rappelons-nous qu'avec l'humanisme, on avait redéterré tous les grands scientifiques de l'époque grecque et romaine. Aristote était l'un de ces monstres sacrés et rappelez-vous que durant l'époque de l'humanisme, on hésitait toujours beaucoup à remettre en question Aristote. Or, Galilée ne s'empêche pas de le faire, se basant sur des modèles mathématiques, se basant sur l'expérience, il va démontrer qu'une des théories d'Aristote ne tenait pas la route. C'est que depuis Aristote et probablement bien avant, on croyait que les objets plus lourds tombaient plus vite que les objets plus légers, ce qui est inexact, dans la mesure où est-ce que ce n'est pas le poids qui détermine la rapidité, la vitesse de la chute, mais plutôt la forme de l'objet. Et on l'a prouvé par la suite en laissant tomber sur la Lune, où il n'y a pas d'atmosphère pour freiner la chute des objets. On avait laissé tomber une plume et un objet plus lourd, un marteau, si je me rappelle bien, et les deux étaient tombés à la même vitesse. Alors, Galilée va faire une expérience similaire. On nous raconte qu'il aurait fait tomber de la tour de Pise deux boules de même dimension. Finalement, ce n'est pas vrai. C'était pas sur la tour de Pise qu'il a fait l'expérience. Dommage pour la belle image. Néanmoins, il a vraiment fait tomber deux objets de même forme, deux boules, mais l'une plus lourde que l'autre. Et les deux ont atteint le sol à la même vitesse, prouvant par le fait même, à travers l'expérience, que cette théorie d'Aristote était fausse. Alors Galilée, en faisant cette démarche, joue un rôle extrêmement important pour la suite des choses dans le développement de la science moderne, parce qu'il prouve que l'expérience est nécessaire pour vérifier un modèle théorique. Par la suite, il invente la lunette astronomique, donc en 1609, qui va lui permettre de réaliser de remarquables découvertes sur l'astronomie d'observation. En effet, il est le premier à
pensé à utiliser la lunette astronomique pour observer les astres et il découvre des objets qui étaient inaccessibles à l'œil nu. C'est lui qui va découvrir les 4 plus grosses lunes de Jupiter. Et en les observant bien nuit après nuit, il va constater que ces astres-là tournaient autour de Jupiter. Et c'est une découverte révolutionnaire pour l'époque parce que le modèle théorique de l'époque disait que tous les objets célestes tournaient autour de la Terre, qui était au centre de l'univers. Alors, c'était ce qu'on appelle le modèle géocentrique, donc avec la Terre comme centre. Or, il constate, en observant les lunes de Jupiter, que celles-ci ne tournent pas autour de la Terre, mais autour de Jupiter. Il en déduit que d'autres objets dans l'univers peuvent aussi avoir un tel comportement. Et en observant mieux les astres, en les résumant par des observations mathématiques, il finit par réaliser la vérité, c'est que c'était le Soleil qui était au centre du système solaire et que les autres astres tournaient autour. Donc, la Terre n'est pas au centre de l'univers. Galilée n'est pas le premier à avoir cette idée. Copernic l'avait eu avant lui, mais il l'avait affirmé bien timidement dans un ouvrage publié après sa mort, où est-ce qu'il évoquait cette possibilité, mais sans l'affirmer haut et fort. Galilée, lui, au contraire, l'affirmera haut et fort dans son livre dans lequel il va affirmer donc que la Terre tourne autour du Soleil et non l'inverse. Et en le faisant de cette façon, il va s'attirer des ennuis de la part de l'Église. Pourquoi? Parce qu'évidemment, lorsqu'on fait une lecture attentive de la Bible, il est affirmé dans celle-ci indirectement que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre, hein, comme le montre l'épisode de Josué d'ailleurs, où est-ce que, en priant, il avait freiné la trajectoire du Soleil. Alors évidemment, avoir un savant à cette époque-là qui affirme quelque chose de contraire à la Bible, ça ne pouvait que lui attirer des ennuis. Et effectivement, l'Église va commencer à s'intéresser à Galilée et après interrogation de sa part, après que l'Inquisition s'en soit mêlée, Galilée va être obligé de se rétracter et va ensuite être mis en résidence surveillée pour le reste de ses jours. Alors donc, Galilée est obligé de se rétracter. Alors c'est un recul de la science, un recul temporaire. Néanmoins, les travaux de Galilée vont poser les bases de la physique moderne. Cela dit, l'Église catholique a fini par reconnaître ses torts dans cette histoire. Lors du Concile de Vatican II dans les années 60, elle a admis les fondements légitimes de certaines affirmations des scientifiques. Elle a même été jusqu'à affirmer que Galilée est un grand savant auquel on devait rendre hommage. Mieux vaut tard que jamais. Un autre personnage qu'il faut inclure dans la liste des savants emblématiques de la fondation de la science moderne est le français René Descartes. Alors, en 1637, René Descartes publie son Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences, mieux connu sous le nom de Discours de la méthode, c'est un petit peu plus concis. Alors donc, c'est la première grande œuvre philosophique et scientifique écrite en français et non en latin. Dans ce petit livre, qui ne contient même pas beaucoup de pages, il jette pourtant les bases d'une véritable révolution intellectuelle. Alors, à la pensée théologique, au naturalisme magique et à la physique qualitative du Moyen Âge, il oppose en un style clair les 4 fondements de la science moderne, c'est-à-dire la leçon du doute méthodique, la primauté de la raison, et la primauté aussi de l'expérience et la nécessité du langage mathématique. Je m'explique, c'est que par sa leçon du doute méthodique, il affirme finalement ce que tout savant de notre époque sait déjà, c'est qu'il faut douter de tout. Un vrai savant se méfie des idées préconçues et va sainement vérifier toute affirmation pour être bien sûr de ne pas errer vers les côtés de la fausseté. D'autre part, la primauté de la raison est essentielle en science. Il faut se baser essentiellement sur le raisonnement. Alors, le raisonnement, la déduction est essentielle au travail du scientifique et René Descartes le reconnaît ici. Mais le raisonnement n'est rien sans l'expérience. Et c'est souvent ce qui a manqué aux anciens savants de l'époque grecque, l'expérience, l'expérimentation. Galilée l'avait bien démontré en montrant comment les théories d'Aristote avaient erré vers le mauvais sens. Alors, en faisant une expérience à Pise, il a prouvé à quel point ce modèle ne fonctionnait pas et que le sien
tenait la route. Donc, l'expérimentation est maintenant nécessaire dans la science moderne. Et le langage mathématique est aussi un élément fondamental de la science moderne parce que c'est un langage qui a sa logique propre et qui permet d'aborder beaucoup de sujets. Un bel exemple, c'est justement la construction du modèle héliocentrique de Galilée. Hein. Donc, quand celui-ci a affirmé que la Terre tournait autour du Soleil, il l'a prouvé par une démonstration mathématique. Alors, il sera le premier à le faire, il ne sera pas le dernier. Maintenant, on aurait peine à imaginer la science moderne sans l'usage des mathématiques. Le dernier des trois savants qu'on peut considérer comme emblématique de la fondation de la science moderne est Isaac Newton, un savant anglais qui était à la fois mathématicien, physicien et géomètre à une époque où est-ce que la science n'était pas suffisamment avancée pour empêcher de cumuler toutes ses compétences en une seule personne. La plus grande gloire de Newton à travers sa carrière pourtant bien remplie, ça sera celle de la définition de l'hypothèse mathématique de la loi de la gravitation universelle. Alors, il va déterminer par une équation mathématique que les corps s'attirent en raison directe de leur masse et en raison inverse du carré de leur masse. Alors, cette équation aura par la suite un rayonnement extraordinaire parce que le système de Newton restera, jusqu'à Einstein, le cadre clair, abstrait et mathématique dans lequel s'inscriront toutes les découvertes scientifiques ultérieures. Et si on se met dans le contexte de l'époque, on a la pure démonstration ici des affirmations de Descartes, hein, donc l'utilisation du langage mathématique. On a ici un personnage, un savant qui travaille dans son cabinet et qui est en mesure de créer une équation mathématique qui résume un phénomène universel, la gravitation, la gravité qui est un phénomène qu'on retrouve partout, que ce soit ici ou dans les autres galaxies. Alors ce phénomène pourtant grand et immense peut se résumer dans une équation mathématique qui tient sur quelques lignes. On voit ici, avec cette démonstration de Newton, à quel point le langage mathématique peut rendre des services immenses pour l'élaboration de la science. Mais si la science progresse au cours des 17e et 18e siècles en Europe, ce n'est pas seulement sous l'action de certains savants géniaux comme Newton ou Galilée ou Descartes. Il faut savoir qu'en fait, de façon plus importante encore, les conditions de travail des scientifiques vont changer pour le plus grand bénéfice de tous. Il faut voir à quel point il y aura une énorme évolution à partir des temps de Galilée. Alors, à l'époque de Galilée, il faut le savoir, les savants travaillaient souvent en solitaire, appuyés parfois de loin par certains mécènes, donc des gens riches qui encourageaient les arts et les lettres et parfois les sciences. Mais donc, les premiers savants de l'époque de Galilée ou avant étaient des gens qui, chez eux, loin de l'opinion publique, loin de la préoccupation du reste du monde, s'activaient à faire des découvertes. Alors donc, avec peu de moyens, peu de budget et peu de possibilités de discuter de leurs découvertes avec d'autres savants. Donc, les savants ont longtemps été des gens solitaires, condamnés à se remettre en question eux-mêmes au lieu d'être mis en question par d'autres savants. Et évidemment, l'opinion publique ne s'intéressait pas à leurs travaux, ils étaient décidément bien seuls. Et d'ailleurs, les savants de l'époque de Galilée ou avant étaient rarement des professeurs d'université. Ceux-ci, généralement, se bornaient à répéter à travers la scolastique les enseignements des anciens auteurs grecs. Alors, souvent, les savants, ceux qui ont fait avancer les choses, étaient des amateurs de génie parfois, qui ont amené des idées neuves, qui ont amené à remettre en question les vieux modèles. Mais à partir des années 1660, les choses sont en train de changer pour le monde scientifique de façon générale. Les savants vont pouvoir compter de plus en plus sur l'appui intéressé des autorités, notamment des autorités royales. On le voit notamment en Angleterre avec la fondation de la Royal Society en 1662, donc qui est une société savante, une des premières sociétés savantes. Les Français bientôt vont imiter les Anglais avec la création de l'Académie des sciences en 1665, sur le modèle de l'Académie française qui existait déjà, avec aussi un journal qu'on fonde pour cette occasion-là, le Journal des savants. Et d'autres académies suivront dans d'autres royaumes, notamment en Russie, en Prusse et en Suède. Alors, quel est le cadre de ces sociétés savantes? C'est que désormais,
les savants ne sont plus seuls. Ils peuvent se rencontrer à l'occasion de congrès, à l'occasion de publications dans des journaux scientifiques. Et de ce fait, un savant qui peut partager ses découvertes avec d'autres savants, il est susceptible d'améliorer ses connaissances, d'améliorer ses théories, il peut les confronter avec les découvertes des autres savants et ainsi progresser. Et d'autre part, avec ces journaux savants qui sont publiés par les sociétés savantes, on assiste à une plus grande diffusion de leurs résultats scientifiques au risque d'alimenter les autres savants chez qui ces nouvelles idées vont faire germer de nouveaux concepts, de nouveaux procédés. Et donc, les savants ne sont plus seuls comme autrefois, comme à l'époque de Galilée. Ils peuvent maintenant compter sur un réseau sans cesse grandissant. D'autre part, les gouvernements royaux commencent à prendre l'initiative de grandes entreprises scientifiques et de financer certains essais scientifiques. Un bel exemple que j'aime nommer en classe, c'est le voyage de Bering qui va être envoyé par le tsar Pierre le Grand en 1725 pour reconnaître le détroit entre l'Asie et l'Amérique. Bien d'autres suivront et de plus en plus, les rois vont encourager les sciences. Pourquoi il y a cette volte-face de la part des rois pour encourager les sciences? C'est que ceux-ci se rendent bien compte que la science est payante à long terme, dans la mesure où est-ce que ce sont des découvertes scientifiques comme la boussole ou l'astrolabe qui ont permis les grandes découvertes. Donc, ces territoires situés ailleurs qui vont contribuer à enrichir durablement certains royaumes d'Europe. Alors, les rois se rendent bien compte qu'avec des avancées scientifiques, on est en mesure de prendre l'avantage sur d'autres royaumes qui ne comptent pas sur la science. Donc, la science devient quelque chose d'intéressant pour les autorités gouvernementales. D'autre part, une proportion de plus en plus large de la population européenne va commencer à s'intéresser à la science. Alors, des ouvrages de vulgarisation scientifique vont remporter de grands succès dans le public. Ils seront, de fait, de plus en plus nombreux. Et ces ouvrages de vulgarisation joueront un rôle clé, un rôle moteur dans la suite des choses parce qu'ils développent la curiosité du public et ils suscitent également des vocations. Des gens qui, dans leur jeunesse, se destinaient à embrasser la même carrière que leur père, soudainement voient l'illumination pour eux et voient l'intérêt pour eux de poursuivre dans une autre voie, comme la biologie ou la médecine ou bien d'autres sujets, la physique et autres. Alors donc, on suscite chez certaines jeunes personnes la vocation et ils se lancent vers une vocation scientifique plutôt qu'une vocation d'avocat ou de n'importe quel autre métier occupé par leur père. Alors donc, on peut compter, grâce à la vulgarisation scientifique, grâce à l'augmentation de la curiosité scientifique au sein du public, on peut compter sur un nombre sans cesse grandissant d'aspirants savants qui veulent faire avancer la science. Et une chose à ne pas négliger non plus dans l'amélioration des conditions de travail des scientifiques, c'est que les savants désormais, au 17e et 18e siècle, peuvent maintenant compter sur des instruments de mesure et d'observation qui permettent des découvertes qui étaient autrefois impossibles. On pourrait nommer, entre autres, la lunette astronomique qui va permettre à Galilée d'élaborer son modèle héliocentrique. Et d'autre part, l'invention du télescope plus tard par Newton va faciliter bien des découvertes au niveau de la physique, au niveau de l'astronomie. Et dans un monde plus restreint, l'invention du microscope par le Hollandais Leeuwenhoek va permettre de mieux comprendre la biologie. Alors, il permet de prendre conscience de l'existence des microbes, des bactéries et de toutes ces cellules qui expliquent tant de choses dans le corps humain et dans le corps des animaux. Et donc, comment faire de la biologie sérieusement sans microscope, bien sûr. Et l'invention du baromètre va jouer un rôle important aussi pour la compréhension des phénomènes atmosphériques. Le thermomètre, développé par Fahrenheit et perfectionné plus tard par d'autres gens, notamment Celsius, va rendre des services précieux, notamment en chimie. Comment faire une expérience de chimie si on ne peut pas contrôler la température? Le thermomètre va jouer un rôle moteur dans toutes les découvertes qui vont suivre. La machine arithmétique de Pascal va également rendre des services et va jouer longtemps le rôle de calculatrice mécanique avant l'invention des calculatrices plus modernes de format électronique.
Alors, ces améliorations notables dans les conditions de travail des scientifiques et notamment l'invention des différents instruments de mesure qui sont utilisés par les savants désormais, tout cela va contribuer à rendre le travail des scientifiques beaucoup plus facile et va les amener à progresser énormément dans le domaine des sciences, que ce soit en physique moderne, en mathématiques, en biologie. Notamment au niveau des mathématiques, se développent par exemple les logarithmes qui sont établis par Népin. La géométrie analytique va être explorée beaucoup par Descartes, René Descartes, à qui on doit également le calcul des probabilités. Le calcul différentiel et intégral développé par Leibniz et Newton vont jouer un rôle majeur aussi au niveau des mathématiques. Alors, on recule sans cesse les frontières du monde mathématique. Et la physique moderne ne demeure pas en reste. Alors, comment ne pas parler des découvertes et des recherches de Pascal sur le vide et sur la pression atmosphérique, rendue possible avec le baromètre, les travaux de Galilée et de Newton sur l'inertie et le mouvement, les calculs du Danois Romer qui permirent en 1676 de déterminer la vitesse de la lumière. Au 17e siècle, quelqu'un est capable de calculer la vitesse de la lumière. Incroyable. Et parlant de la lumière, il y a un grand débat à l'époque sur la nature de celle-ci. Alors, selon un grand savant de l'époque, Huygens, il s'agirait d'un phénomène ondulatoire, alors que selon Newton, il s'agirait d'une émission de molécules lumineuses. En fait, on sait de nos jours que les deux avaient raison. Et d'autre part, au 18e siècle, de nombreux travaux vont avoir lieu sur la chaleur avec Celsius et aussi l'électricité avec Benjamin Franklin et Volta. Au niveau de la biologie également, on assiste à des grands progrès. Alors, tout cela grâce aux méthodes d'observation et la multiplication des dissections qui sont de plus en plus permises. Imaginez comment peut-on comprendre le corps humain si on n'a pas le droit de disséquer, de voir comment ça fonctionne à l'intérieur. Alors, au lieu d'avoir une connaissance intuitive de ce qui se passe dans le corps humain, on est à même de mieux comprendre le fonctionnement du corps humain. Alors, avec des travaux comme ceux de William Harvey, qui décrit en 1628 la circulation du sang et la fonction du cœur. On comprend que le cœur n'est pas le siège des sentiments, mais tout simplement une pompe qui active le sang dans tout le corps à travers les vaisseaux sanguins. D'autre part, il y a le Hollandais Leeuwenhoek, l'inventeur du microscope dont j'ai parlé précédemment, qui, grâce à son microscope, découvre les spermatozoïdes et les bactéries et permet à ce moment-là de beaucoup mieux comprendre les phénomènes de reproduction du corps humain, mais aussi la transmission des maladies. D'autre part, des travaux importants seront établis sur la classification des espèces. On observe le monde animal, le monde végétal et on commence à créer des familles, mammifères, reptiles, etc. Et on commence à mieux comprendre donc les différents types d'animaux, les différentes espèces. Tout ça grâce aux travaux du Suédois Linné qui va écrire sur les systèmes naturels et aussi le Français Buffon qui, dans son histoire naturelle, va établir toute une classification des espèces animales. Et tous ces travaux difficiles et rigoureux de Linné et de Buffon sur la classification des espèces permettront d'entrevoir la variété et l'évolution des espèces animales et des concepts qui mèneront plus tard aux idées révolutionnaires de Darwin sur l'évolution des espèces. Ainsi, comme on peut le voir, la science progresse à pas de géant au cours des 17e et 18e siècles. Et ce qui est fascinant de constater quand on compare ces avancées scientifiques à celles qu'on a pu constater à l'époque de l'ancienne Grèce, c'est que désormais, la technique n'est pas laissée de côté. Rappelons-nous que les Grecs et les Romains également avaient un certain mépris pour la technique, tout ce qui était physique matérielle, dans la mesure où est-ce que le travail physique était quelque chose qui était méprisable, un travail d'esclave aux yeux des anciens Grecs, des anciens Romains. Et ce préjugé ne tient plus la route au 17e siècle, pour la simple et bonne raison, probablement, que les bourgeois qui forment les rangs d'une grande partie des scientifiques, les bourgeois ont déjà tâté de différentes techniques parce que c'est à l'origine de leur fortune. En tant que tisserand, en tant que teinturier, etc., la technique a donné naissance, les différentes techniques ont donné naissance à cette classe sociale.
Alors, on n'éprouve plus désormais ce mépris pour les techniques, bien au contraire. Et un ouvrage emblématique qui va bien montrer à quel point on accepte maintenant la technique dans toute son ampleur, c'est l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Rappelons ce qu'est l'encyclopédie. C'est un ouvrage qui se voulait universel sur l'ensemble des sciences humaines et physiques. Et il y a de nombreuses pages qui sont consacrées aux différentes techniques, que ce soit l'horlogerie, les métiers à tisser, etc., etc. Alors, ça a choqué bien des gens à l'époque, notamment un certain Voltaire, mais en bout de ligne, le fait qu'on retrouve toutes ces techniques au sein même de l'encyclopédie est une façon de montrer leur importance et pour la suite des choses. Et de ce fait, les inventions techniques vont se multiplier au cours des 17e et 18e siècles. On pourrait en nommer de nombreux, je me contenterai de quelques exemples. Il y a le paratonnerre, inventé par Benjamin Franklin, d'utilité publique, mais qui va se baser sur les travaux de Franklin sur l'électricité. Même chose pour la montgolfière, inventée par les frères Montgolfier, qui se base sur les travaux sur la chaleur et le fait que la chaleur, l'air chaud monte par rapport à l'air froid qui se tient plus bas. Et donc, c'est encore une fois une application concrète des sciences théoriques. Le semoir de Jethro Tull va jouer un rôle majeur dans la suite des choses pour ce qui est de l'agriculture, pour semer de façon adéquate et toujours régulière les champs avec une quantité de blé aux bons endroits. La navette volante de John Kay qui va révolutionner le monde des tisserands et aussi s'appuie également sur les techniques. Même chose pour la machine à vapeur qui va contribuer à changer carrément le visage de l'humanité et entamer une nouvelle révolution qui va être la révolution industrielle. Comment penser à la révolution industrielle sans machine à vapeur? Elle se base sur la pression, sur les travaux, sur la chaleur. Alors, les techniques sont désormais à l'honneur et elles contribuent même à faire avancer les sciences. Alors, le monde scientifique est en train de changer et ces changements-là sont là pour rester.